Bonjour à tous. Après une longue période d'absence, je me suis décidée à faire une vidéo sur Giotto, car actuellement je propose une visioconférence sur ce peintre. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire cette petite vidéo sur le baiser de Judas, qui est peut-être la fresque la plus célèbre de Giotto, et qui se trouve dans la chapelle Scrovegni à Padoue. Elle date du tout début du Trecento, donc du XIVe siècle. Alors dans un premier temps, je voudrais vous rappeler un petit peu le contexte dans lequel cette fresque a été commandée. On se trouve donc dans la chapelle Scrovegni, c'est le nom du commanditaire, Enrico Scrovegni, qui est l'homme le plus riche de la ville de Padoue et qui se décide à faire construire une chapelle privée du coup, et pour laquelle il va solliciter les meilleurs artistes. Donc en l'occurrence, pour tous les décors muraux, ça sera Giotto, et pour le décor sculpté, notamment son tombeau qui est au fond de la chapelle, ça sera Giovanni Pisano, qui est un des plus grands sculpteurs de cette période-là. Comme vous pouvez le voir, les murs sont entièrement recouverts de fresques qui sont liées plus ou moins directement à la vie de la Vierge, puisque la chapelle Scrovegni est dédiée à la Vierge, et c'est la raison pour laquelle, quand on entre dans la chapelle, la première scène que l'on voit, c'est la scène de l'Annonciation. Du coup, pour faire lien avec la Vierge, on va retrouver parmi les thèmes de fresques la vie des parents de la Vierge, donc Anne et Joachim, évidemment quelques fresques sur la vie de la Vierge, et ensuite majoritairement des fresques qui sont sur la vie du Christ. Et donc c'est dans ce cadre de la vie de Jésus que notre baiser de Judas s'inscrit. Donc pour rappel, le baiser de Judas, c'est le moment où l'on va arrêter le Christ. Judas, pour pouvoir montrer aux soldats celui qu'il faut arrêter, va embrasser le Christ. Et c'est la raison pour laquelle on voit les deux protagonistes principaux en plein milieu de la scène, et tout autour, vous voyez qu'il y a notamment des soldats avec des casques. On voit également qu'il y a des compagnons du Christ, puisque vous voyez derrière le Christ un autre personnage auréolé qui est Saint Pierre, qui est le moment où il coupe l'oreille de Malchus, qui était un des serviteurs du grand prêtre. Et donc vous devez sentir dans cette composition une grande agitation avec tout ce mouvement qui est créé par les personnages qui vont dans la direction du Christ, et puis aussi tout ce jeu très dynamique des torches et des lances qui sont brandies par ce cercle de personnages tout autour de la scène. Et au milieu, comme vous le voyez, le Christ et Judas sont totalement statiques, figés, comme un arrêt sur image, qui est d'autant plus mis en valeur que tout bouge autour d'eux. On va retrouver toutes les grandes caractéristiques du peintre Giotto ici. Pour rappel, Giotto est un très grand artiste fin Duecento, début Trecento, donc fin 13e, début 14e. C'est vraiment l'artiste qui va renouveler totalement la peinture italienne à un moment où la peinture italienne dépendait totalement de la peinture byzantine. Il va donc apporter tout un tas de nouveautés, une nouvelle façon de voir les choses, et que l'on peut voir ici dans cette fresque du baiser de Judas. Je le répète beaucoup en visioconférence, et donc je vais le redire ici. Pour moi, les trois grandes caractéristiques de Giotto sont les recherches de spatialité, recherche de vraisemblance et recherche d'expressivité. Donc en termes de spatialité, là on le voit très bien. Vous voyez que vous avez une ronde de personnages autour du Christ et de Judas, et on voit que les personnages sont les uns derrière les autres, et c'est ce qui donne cette impression de profondeur et donc de spatialité. On le ressent très bien aussi, on ressent bien cette spatialité dans la façon de faire les drapés. Autrefois, à l'époque byzantine, quand on faisait des drapés, ils étaient très stylisés, alors que là, le drapé est vraiment plastique. Il devient sculptural, il devient consistant. Vous avez vraiment l'impression que les personnages sont consistants, qui sont palpables, qui s'apparentent comme à des blocs, ce que l'on voit très bien en plein milieu avec le grand drapé de Judas. Quant à l'expressivité, c'est très visible aussi quand on s'attarde sur les attitudes, les gestuels, les regards des personnages. Alors quand on regarde de près le lien, cette connexion très forte qu'il y a entre les regards de Judas et le Christ, donc c'est flagrant si on compare avec les regards qu'il y avait à l'époque byzantine, qui étaient des regards un petit peu vides. Ici, vous voyez qu'il y a une tension qui est vraiment palpable dans ce regard, comme si le Christ pouvait sentir la trahison de Judas en le regardant. Et quand on s'attarde également sur d'autres personnages autour, alors certains sont un petit peu caricaturaux, mais c'est ce qui permet aussi de leur donner un côté vraisemblable, un côté réaliste, et aussi de leur donner une forte présence, une personnalité et donc une expressivité. Vous voyez que pour ça, ils n'hésitent pas à faire des regards qui sont même un petit peu effilés, ce qui de près peut nous paraître un petit peu étrange, mais il faut avoir en tête aussi que ce sont des fresques qui peuvent être en hauteur, et qui donc un petit peu d'éloignement par rapport aux spectateurs. Toutes ces nouvelles approches vont être vraiment importantes par la suite quand va arriver la Renaissance. Ça sera quasiment un siècle après la mort de Giotto, étant donné que 10 ans après la mort de Giotto, il meurt en 1337, il y aura la grande peste de 1348 qui va
faire une rupture évidemment dans l'art, et c'est pas dans cette période-là, dans les décennies qui vont suivre, qu'il va y avoir beaucoup d'innovation artistique. Et donc il va falloir attendre des décennies et des décennies pour qu'au début du Quattrocento, donc au XVe siècle, on retrouve les grandes idées de Giotto, notamment avec le peintre Masaccio, et ensuite avec la plupart des artistes du Quattrocento, qui vont reprendre certaines des notions qu'on retrouve chez Giotto, et notamment la notion de spatialité et de perspective, avec l'invention de la perspective mathématique par Brunelleschi et Alberti, donc au début du XVe siècle. Mais cette spatialité, on va aussi la retrouver dans la façon de faire les drapés, qui sont des drapés qui s'inspirent peut-être plus de l'antique, qu'une sorte de solennité, de majesté, que l'on va retrouver aussi bien dans les sculptures que dans les peintures du Quattrocento. Voilà, c'est une vidéo un petit peu courte, mais totalement improvisée de ma part, à vrai dire. Donc je vous dis à bientôt, que ce soit sur YouTube ou lors d'une conférence.